Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous, Laurent Sabatier, le patron, le président du tribunal ici à Mayotte. Président, bonjour. Bonjour Monsieur Milan et bonjour à tous. Merci de m'accorder ce temps de parole. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. 5 ans déjà. Ça fait 5 ans que vous avez pris vos fonctions ici à Mayotte. Vous repartez prochainement pour la Bretagne. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 5 ans? Qu'est-ce que vous allez retenir, vous en tant que président, mais aussi vous en tant qu'homme? Je dirais déjà que la justice aime l'exactitude, donc ça sera 4 ans et demi pour être précis. J'ai foulé le sol mahorais pour la première fois de ma vie le 9 février 2015. J'ai exercé avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion. Je me suis satisfait de voir les institutions de l'État se mobiliser et de voir à quel point la justice a pu évoluer au profit de tous, au profit de la population mahoraise et au profit tout simplement de l'image qu'elle renvoie. Donne-nous quelques exemples d'évolution de la justice durant ces 4 ans et demi, pour être très précis. Alors je dirais que sur la partie émergée de l'iceberg, il y a une chose très visible, c'est d'abord la construction de l'extension du tribunal de grande instance de Mamoudzou, qui lui a donné, il y en avait énormément besoin, puisqu'il partageait ses locaux avec la banque, partenaire respectable, avec la poste, partenaire respectable, mais qu'il était difficilement identifié. Il est toujours le long de la route nationale à Kaweni, donc parfaitement situé, dans des locaux beaucoup plus spacieux et surtout qui bénéficient d'un préau d'accueil pour la population, pour les justiciables. Je trouve que c'était la première marque de respect due aux justiciables que nous accueillons quotidiennement. Ça a coûté cher cette construction? Alors cette construction a coûté cher, oui et non, puisque vous savez que nous sommes encore locataires de ce tribunal. Un projet est en cours pour le racheter. Donc nous avons, et c'est l'idée du président du tribunal et de l'autre boss de la juridiction avec lequel je partage le pouvoir d'organisation de ce tribunal, à savoir le procureur. Nous avons pour projet, et ça a été validé par le ministère de la Justice lors de sa dernière visite il y a de cela 6 mois, nous allons sans doute racheter ce tribunal et nous projeter sur une extension. Alors le nom, oui, d'accord, mais c'est un privé. Non, c'est un privé qui est propriétaire de l'ensemble et qui nous le loue, puisque vous savez qu'à l'époque où le tribunal avait été détruit par un cyclone, nous étions en pleine réforme de la carte judiciaire, nous fermions des tribunaux en métropole, il n'était peut-être pas politiquement très correct d'en construire un ici à Mayotte, donc l'option avait été choisie d'une location. Désormais, tout le monde est d'accord pour se dire qu'il faut acheter, donc acheter sans doute le bâtiment existant et puis un terrain adjacent pour poursuivre la progression d'au moins 1/3 de surface. Quels sont les procès qui vous ont marqué durant ces 4 ans et demi? Est-ce qu'il y en a 2, 3 particuliers? Alors j'ai trois procès en tête. Je vous remercie de me le dire, puisque en tant que président du tribunal, vous savez, j'ai la responsabilité légale d'organiser le tribunal, d'équiper le tribunal, de gérer les ressources humaines, de faire en sorte que le tribunal évolue dans ses effectifs. Nous sommes passés ainsi en 4 ans et demi de 15 à 23 magistrats, en créant un cabinet de juge d'instruction, en créant un poste supplémentaire de substitut. C'est l'une des rares juridictions de France qui non seulement gagne des effectifs puisque les postes vacants sont pourvus, mais qui en plus en crée. Et nous l'avons créé. On est parti de bien loin. Nous étions partis de bien loin, c'est exact, mais là nous sommes bien en avance puisque nous avons 2 spécificités, et je reviendrai sur la question que vous m'avez posée. Nous avons 2 spécificités à Mayotte et il faut que la population le sache. La première spécificité, c'est que nous avons une volonté de déontologie absolue concernant le fonctionnement de l'institution, puisque nous avons un référent déontologique au tribunal de grande instance de Mayotte, ce qui n'existe nulle part ailleurs. C'est une façon de discuter en permanence de ce que c'est que les obligations déontologiques du magistrat, et notamment l'impartialité, la dignité, la délicatesse. Et j'ai cru comprendre qu'avant mon arrivée, il y a eu quelques affaires qui avaient posé problème. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, s'agissant de cette institution judiciaire, c'est que nous avons quand même créé un cabinet d'instruction spécialisé aux financiers pour répondre à une volonté du président de la République de moralisation de la vie publique, puisque s'agissant de Mayotte, le territoire ne doit pas échapper, et je le dis très clairement, ne doit pas échapper à ce travail-là. Pour revenir sur les procès, justement, ça c'est la part juridictionnelle, et vous me donnez l'occasion, Monsieur Milan, je vous en remercie, de préciser que je ne suis pas autorisé à communiquer sur les affaires en cours. Le procureur le fait en permanence, ce qui explique sa présence sur la scène médiatique. Pour ma part, je ne la boude pas, au contraire, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec les journalistes, mais en tant que président du tribunal,
Mon rôle consiste aussi à désigner les magistrats qui vont juger les affaires. Donc personne ne comprendrait que le président du tribunal, qu'un magistrat, s'exprime sur une affaire qui est médiatisée et qui sera un jour jugée. Le dire « je pense que » un jour, c'est aussi dire pour nous « je juge que » un autre jour. Donc en tant que président, vous ne m'avez jamais vu m'exprimer. Là, je vais le faire pour la première fois. 3 affaires m'ont marqué. La première affaire que j'ai jugée très vite en tant que président de l'audience correctionnelle, puisque je l'ai présidée, ça c'est ma casquette de juge, le président juge aussi, s'il le souhaite, et j'ai présidé une affaire très sensible de violence dans un quartier, où pendant toute une nuit, on avait torturé des animaux, des chiens en l'occurrence, pour se venger de l'attitude d'un des chiens. Donc au final, certains chiens avaient été torturés alors qu'ils n'y étaient pour rien, si je puis dire. Et surtout, ce que j'ai découvert, c'est qu'au stade du procès, lorsque nous sommes arrivés au procès, tout le monde regrettait bien cette affaire, qui avait renvoyé une image assez déplorable d'ailleurs à la jeunesse du quartier. Et in fine, le propriétaire du chien et l'auteur principal de cette véritable hallali sur l'animal se sont congratulés, si je puis dire, et se sont mis d'accord, se sont presque pardonnés. En tout cas, la justice a fait preuve d'un système qui est bien connu, celui de la réparation, ce qui permet non seulement de passer à autre chose, mais aussi de permettre à tout le monde de continuer à vivre ensemble, parce que le but de la justice, c'est de permettre aux gens de vivre ensemble. Donc c'est un procédé de régulation très clair de la vie sociale. Le deuxième procès, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque je me souviens, Monsieur Milan, que vous aviez un camion à proximité pour couvrir l'événement. C'était l'affaire Roukia. Alors j'ai dit l'affaire Soundi. J'ai dit l'affaire Soundi, l'affaire Soundi Roukia. Roukia, c'était le prénom de cette jeune fille. Soundi, c'était son nom. Et avec beaucoup de respect, pendant tout le procès, vous m'avez entendu prononcer le nom de famille. Donc c'est l'affaire de Madame Soundi. Et vous savez très bien que dans cette affaire, il y avait des enjeux colossaux, et je pense que le premier des enjeux, c'était de faire entendre à la population mahoraise qu'elle méritait une justice selon des standards nationaux, une justice parfaitement digne, un procès qui donne la parole à chacun, un procès à l'issue duquel une décision a été rendue, qui a été bien accueillie par tous, autant par ceux qui ont été condamnés que par les parties civiles. Je me souviens de beaucoup de respect dans le cadre des échanges, et je sais que à l'époque, vous aviez salué la bonne tenue du procès. En réalité, dans cette affaire, l'enjeu pour nous était le suivant, c'est rappeler que Mayotte est bien un état de droit et que ceux qui fautent doivent rendre des comptes devant les juridictions. En l'occurrence, notre décision a été donc frappée d'un appel. La chambre d'appel a confirmé la décision qui a été prise par les juges. En même temps, si ma mémoire est bonne sur ce dossier-là, ça a tranché véritablement entre la nature du procès, qui était dans la transparence et la dignité, comme vous venez de le dire, c'est pour ça qu'on avait eu l'occasion de le souligner, et la manière aussi dont l'enquête avait été faite, et où l'aspect judiciaire, tous les aspects judiciaires qui avaient déjà commencé, qui n'étaient pas dans la transparence. Et c'est ce dont avait besoin la population mahoraise, de la transparence sur ce dossier. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a rien de pire que le manque de transparence, mais il faut se souvenir que les juges d'instruction ont une obligation. C'est le secret de l'instruction. Et cette transparence-là, elle était faussée. C'est-à-dire qu'il y avait un débat qui s'était lancé sur la place publique, et en même temps, il y avait une obligation du juge d'instruction, de l'ensemble de ceux qui touchaient au dossier de l'instruction, de se taire sur les avancées, tout simplement pour préserver la qualité de l'enquête. Alors il est vrai que quand un quand un dossier du juge d'instruction est sur le débat public, il est difficile de ne pas être un petit peu transparent, et c'est le rôle du procureur de la République. Monsieur Camille Mianzoni, le procureur de la République actuel, le fait très bien. C'est son rôle de communiquer sur les affaires en cours tout en préservant le secret de l'instruction. Donc là, en l'occurrence, moi ce que je vous dirais très clairement, c'est qu'il n'y a rien de plus transparent qu'un procès public, en tout cas dans une démocratie et au nom de l'état de droit. Le troisième procès, alors là, c'est beaucoup plus sensible. C'est la balance de la justice. Vous savez, cette balance qui est derrière moi, cette matinale, je la vois avec d'ailleurs un outil par contre qui est américain, mais qui n'est pas français. Les présidents de juridiction ne tapent pas avec un maillet sur leur bureau en salle d'audience. Par contre, ils ont la police de l'audience, c'est exact, et surtout ils ont une obligation, c'est celle de l'équilibre en toute chose. L'équilibre en toute chose, c'est se souvenir que la vérité n'est pas toujours là, présente devant nous, qu'il faut aller la chercher d'abord, donc il faut être très prudent
prudent sur la recherche de la vérité. Il faut aussi être très prudent sur l'analyse des personnalités, l'analyse du caractère des personnes que nous jugeons. Et ce procès, moi, qui m'a marqué, ça a été un procès dit de décasage, c'est-à-dire c'est un procès au cours duquel nous avons jugé une dame du sud de Mayotte qui avait organisé le décasage de son logement puisqu'elle reprochait à son locataire de ne pas payer. Il s'est avéré que le locataire payait. Ouais. Elle lui reprochait aussi d'être de nationalité étrangère. Il s'était avéré qu'elle était peut-être de nationalité étrangère, mais qu'elle était en séjour régulier. Donc, comme je le dis toujours, la balance de la justice, elle pèse les arguments des uns et des autres et elle fait émerger une certaine vérité qui bien souvent touche à l'équilibre puisque il en va de la complexité humaine ainsi. L'équilibre qui est recherché est un objectif. Il est difficile parfois à atteindre, mais en tout cas, je sais que dans ce procès, on a aussi trouvé un équilibre. La sanction a été juste, comme toujours, mesurée et bien comprise de tous. Kamar a une question à vous poser, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce qu'en 4 ans et demi, vous avez le sentiment que les mentalités ont évolué? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Mahorais lambda estime que bon, il a été lésé, il a été cambriolé, il a été agressé. Il se dit, je fais pas confiance à la justice, ça sert à rien, je vais porter plainte et puis ça va traîner pendant des années. Est-ce que vous pensez que ça a évolué, ces mentalités? Alors nous, vous savez, nous recevons les plaintes, en tout cas c'est la police qui la reçoit, les gendarmeries, donc les forces de l'ordre reçoivent les plaintes, elles sont ensuite transmises au parquet. Le parquet, c'est un peu le service des urgences d'un hôpital, hein, si on faisait le parallèle. Donc il est toujours dans l'urgence et il aiguille les procédures. Le parquet ne décide pas du sort final d'une affaire, mais en tout cas les aiguille. Si j'écoute mon procureur, et j'ai pleinement confiance là-dessus, il a le sentiment qu'il y a une remontée d'informations beaucoup plus facile, notamment en matière d'abus sexuels, notamment en matière de troubles du voisinage, notamment en matière de tout ce qui touche à l'immigration clandestine, les infractions qui entourent ce phénomène. Donc les citoyens sont très acteurs. Occupe le territoire jusqu'à mettre des gilets jaunes positifs, parce qu'ici nous sommes un territoire où le gilet jaune est parfaitement positif. Il, tel que le ferait le philosophe Rousseau s'il était encore vivant, il vous dirait qu'il joue son rôle de contrat social et qu'il occupe cet espace. Donc j'ai trouvé moi des citoyens qui se mobilisent et qui ont bien compris que la sécurité est l'affaire de tous. Je dirais que ce qui a changé pour moi dans la perception déjà de la sécurité, c'est que dans l'esprit du citoyen mahorais, de ce que je vois, de ce que j'ai perçoit aujourd'hui, il est vraiment dans une logique de partage de responsabilités et non pas uniquement dans une logique de revendication de plus de police, de plus de gendarmerie, ce qui a d'ailleurs été fait. Après, côté justice, vous savez, la justice, comme je le dis toujours, c'est la seule vertu qui est érigée en institution. Vaste programme. Pour pouvoir atteindre la vertu, c'est difficile. Donc c'est un objectif. En 25 ans de métier, je ne sais toujours pas ce que c'est que la justice, mais je sais ce que c'est que l'injustice. Donc nous mettons tout en œuvre pour nous rapprocher au plus possible de ce que c'est qu'une bonne justice, donc en tenant de bons procès, en écoutant correctement les gens, en prenant le temps de faire les choses correctement, autant pour les cabinets d'instruction que pour les juges des enfants, les juges d'application des peines. Tous nos magistrats spécialisés sont sur le pont, et comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous rendons la justice à 23 et non pas à 15, ce qui nous donne une force, une capacité de réponse beaucoup plus importante. Une chose est certaine, c'est que nous voyons dans les procès, moi je l'ai constaté personnellement, j'ai toujours vu une population très respectueuse de l'institution judiciaire. J'ai pu penser peut-être dans un premier temps que c'était fin ou par crainte, et puis je me suis rendu compte au fil du temps que ce respect était de plus en plus sincère. Alors il y a le rôle d'une institution qui s'appelle le Conseil départemental d'accès au droit, qui est en partenariat permanent avec l'éducation nationale, qui est en partenariat permanent avec la préfecture, avec la cohésion sociale, avec la déléguée des droits des femmes. Nous avons édité un guide de violences faites aux femmes. J'ai le sentiment que les Mahorais ont de plus en plus conscience de leurs droits et les font valoir. Le seul problème, je dirais, sur le territoire, me semble-t-il, c'est le manque d'avocats, puisque nous n'avons que 28 avocats sur ce territoire, ce qui correspond d'ailleurs au nombre de magistrats présents si on inclut les effectifs de la chambre d'appel. Donc 28 magistrats en tout pour 28 avocats, c'est pas la norme nationale, hein. Il faudrait normalement avoir 5 fois plus d'avocats que de magistrats, ce qui explique aussi qu'ils sont parfois en difficulté pour tenir leur permanence, pour être le plus réactif possible auprès des gens. En tout cas, la population mahoraise a connaissance de ses droits, sait que le Conseil départemental d'accès au droit existe. Il y a des points d'accès au droit répartis sur le territoire, donc le maillage territorial s'est fait. Nous avons été au contact de la population, nous avons été au contact des cadres sur des thématiques qui sont
qui font débat, comme les nationalités, comme le droit des étrangers, comme le logement. Et ces thématiques, elles correspondent parfaitement aux attentes du territoire. Vous parliez de transparence, Monsieur Millan. Moi, ma responsabilité de président du tribunal, c'est d'être transparent sur les thèmes retenus par la justice qui doivent correspondre aux attentes et non pas faire semblant, ne pas faire l'autruche. Donc on évoque les problèmes, on parle du droit, vous avez connaissance de vos droits et on fait savoir que vous devez les rendre effectifs. Et donc il faut que la justice soit accessible. La dernière action que nous avons conduite, c'est une action qui doit être comprise pour ce qu'elle est, une action éducative. Nous sommes allés le jour de la journée nationale de l'accès au droit voulue par notre ministre. Nous sommes les seuls à l'avoir fait. Nous sommes allés en prison. Nous sommes allés aller voir les jeunes des quartiers mineurs en leur disant vous êtes des futurs citoyens. Pour l'instant, la justice vous fait peur parce qu'elle vous sanctionne, elle vous emprisonne. Mais bientôt, la justice vous rendra service parce que la justice est aussi là pour vous protéger, pour vous permettre de faire valoir vos droits. Donc, rendre la justice accessible, c'est aller chercher le citoyen le plus en difficulté aussi, pour lui faire comprendre que tôt ou tard, dans une relation de confiance, il doit franchir les portes du tribunal pour, par le droit et par la raison, régler ses problèmes et non pas par la violence comme on a pu le voir samedi soir. Monsieur le Président, j'adore ce petit moment de télévision, parce qu'habituellement, quand vous êtes président du tribunal, quand vous jugez, c'est vous qui posez les questions. Là, aujourd'hui, c'est moi. C'est plutôt agréable. Président, plaisanterie à part, est-ce que ça vous arrive d'avoir peur ? Quand je dis peur, dans le sens peur de se tromper sur un jugement, est-ce que parfois il vous arrive, vous ou d'autres magistrats, les magistrats que vous représentez aujourd'hui, de se dire je rends la justice, je prends une décision, mais j'ai un doute. Est-ce que le doute existe toujours ? Délicat comme question, je sais. Je regarde tout le monde et je le dis très clairement, je vais poursuivre ma comparaison avec l'hôpital. Quand un chirurgien rentre en salle d'opération, il a des doutes. Il a des doutes sur ses capacités, il a des doutes sur la légitimité de l'opération qu'il va conduire. Ouais. Mais il a des certitudes. Il a été formé auparavant, il a eu l'occasion d'échanger avec ses collègues, il rentre dans un processus décisionnel de soins. Il en va de même pour la justice. Quand le travail a bien été préparé en amont, quand les collègues sont bien formés, quand j'ai été, moi, président du tribunal, suffisamment formé, je sais que j'ai quelques compétences techniques pour traiter correctement le dossier, pour rendre correctement la justice. Je sais aussi, et tous les magistrats le savent, que le doute doit nous habiter en permanence. Les apparences sont trompeuses. Pour paraphraser une série bien connue des années 90, la vérité est ailleurs. Au-delà du réel, la vérité est bien souvent ailleurs. Ouais. Il faut aller la chercher. Cette capacité à poser les options est ce qui sauve le magistrat. Il doit douter sur l'option qu'on lui présente comme une vérité en se préoccupant d'options qui sont secondaires mais qui peuvent très rapidement devenir la bonne option. Donc un magistrat ne doit jamais avoir que des certitudes, il doit avoir confiance en ses capacités techniques, il doit se préoccuper d'une obligation fondamentale qui est l'écoute due à tout justiciable. Tout justiciable, même le plus énervé, a quelque chose à dire. Comme je dis toujours, quand il y a des incidents d'audience, on les gère, d'accord, on accompagne cette émotion, mais on ne la gère pas totalement, puisque c'est quand l'émotion retombe qu'on revient à la raison, mais dans le cadre de l'émotion, les personnes expriment aussi des choses. Donc il faut savoir tout écouter, tout prendre en compte. Le rôle du magistrat, c'est vraiment d'être en capacité d'écoute à l'égard de tous, et ensuite de rentrer dans son logiciel qui est le sien, de par sa formation. Nous avons 31 mois de formation. Elle est prise, quand la décision est prise, elle est prise. Mais alors, j'avais répondu à cette question il y a 25 ans, Monsieur Millan, et je vous remercie de me la poser. Jeune magistrat, dans le cadre d'un petit examen, on m'a dit, est-ce que vous ne doutez jamais? Et j'ai répondu, avant, souvent, après, toujours, pendant, jamais. D'accord. Je crois que quand le magistrat exerce à l'audience, il doit être dans une confiance de ce qu'il fait, ce qui ne l'enlève pas l'obligation pour lui de douter en permanence de l'objectif qu'il poursuit, mais aussi de la décision qu'il va prendre. Ouais. Après, il y a des questions qui arrivent sur nos téléphones, notamment le rapport avec les avocats. Vous en parliez tout à l'heure. C'est vrai que durant votre entre guillemets, mandat, même si vous n'êtes pas élu, on est bien d'accord, mais durant votre période sur Mayotte, il y a eu des grèves d'avocats et ça a été compliqué. Et ils se plaignent de ne pas être payés sur les qu'on appelle ça, les commis d'office. Oui. Alors, il y a eu des mouvements d'avocats, donc 2/3 de ces mouvements étaient liés à des revendications nationales. Et notamment, il faut savoir que le barreau de Mayotte a été le dernier à faire grève. C'est vrai sur aussi. Tout le territoire national.
face à la réforme de l'aide juridictionnelle. Oui. Donc la question de l'aide juridictionnelle est une question importante pour le barreau de Mayotte. Ils ont des revendications qui sont parfaitement légitimes, qu'ils peuvent tout à fait porter. Ils le portent parfois par le jeu d'une grève qui est arrivé quand même à 3 reprises au seuil de l'été métropolitain, ou en tout cas au seuil de la période de vacation, parce qu'il est vrai aussi que c'est une période sur laquelle ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir tenir leur permanence puisqu'ils ne sont pas assez nombreux, mais leur revendication reste légitime. Quand ils ont porté leur revendication sur la question de l'aide juridictionnelle, puisqu'en réalité c'est le paiement de la commission d'office qui est en jeu, il faut savoir qu'ici un certain nombre d'avocats vivent effectivement de la commission d'office, faute d'avoir des clients, je dirais, suffisamment fortunés, puisque le niveau de paupérisation de la population impacte aussi le travail des avocats ici. Quand vous avez 80% d'une population en dessous du seuil de pauvreté, il est vrai que du coup vous avez beaucoup plus de commissions d'office. Donc pour répondre très brièvement à votre question, oui, l'aide juridictionnelle est une revendication légitime dans sa qualité de fonctionnement de la part du barreau. Oui, nous avons une attention soutenue sur la question. Nous avons une directrice de greffe qui se penche en permanence, qui surveille, je dirais, le bébé, très clairement, qui surveille le lait sur le feu en permanence. Et nous avions commencé, à un moment donné, nous avions pris un petit retard. Nous avions commencé à le résorber à l'horizon du début juin. Le mouvement de grève s'est fait vers la mi-juin. Fin juillet, je peux vous le dire très clairement, nous avons répondu aux revendications du barreau. Nous sommes aujourd'hui à jour des revendications portées. Alors encore pour quelques jours, vous êtes le patron de la justice ici à Mayotte. Il existe une autre justice à Mayotte, la justice cadiale. Le rapport que vous pouvez avoir avec les cadis, quel est-il ? Le rapport avec les cadis est Quel est votre excellent. regard sur les cadis ? Le rapport avec les cadis est excellent, en tout cas en ce qui me concerne, en ce qui concerne les magistrats du tribunal dans leur ensemble, pour une raison bien simple, c'est que, souvenez-vous, lors de l'audience solennelle de ma propre installation, j'avais tendu la main aux cadis en leur disant qu'ils n'étaient plus des juges, qu'ils n'étaient plus des officiers d'état civil, qu'ils ne sont plus non plus des notaires, mais que par contre, ils ont été une autorité morale et religieuse importante sur ce territoire. Ils sont là depuis le XIIe siècle. Je leur fais parfaitement confiance pour être en capacité de jouer plusieurs rôles. Ils sont des éducateurs à part entière, c'est la raison pour laquelle ils ont d'ailleurs été rattachés au pôle de cohésion sociale du département. Ils sont des médiateurs en puissance, puisque compte tenu de l'autorité, ils l'ont démontré pendant les événements de 2011, ils l'ont encore démontré assez récemment, lors des événements de l'an dernier. Ils ont aussi, pour moi, un rôle fondamental de lutte contre la radicalisation éventuelle de l'islam sur ce territoire. Quand je vois le porte-parole des cadis lors d'une audience d'accueil, une journée d'accueil, lapsus révélateur, une journée d'accueil des nouveaux arrivants, m'expliquer que pour lui, la laïcité, c'était avant tout le droit de ne pas croire. C'est donc un respect absolu de ceux qui croient, de ceux qui ne croient pas. C'est un respect absolu de la diversité religieuse. Donc, éducateurs, médiateurs sociaux, ils sont en plus un rempart contre la radicalisation et nous avons décidé, en leur tendant la main au niveau judiciaire, à leur permettre de jouer un rôle, c'est en cours, puisqu'il fallait attendre d'abord qu'ils puissent être en position de statut clair, et c'était la volonté de Thani Mohamed, et je le remercie au passage, le sénateur Thani Mohamed, qui est aussi vice-président du Sénat, c'était sa volonté de faire en sorte que les cadis aient une maison, et je leur ai dit, quand vous aurez une maison, vous aurez des missions confiées par le judiciaire, puisque nous pouvons légalement confier des missions au conseil départemental qui les prend en compte. Et donc, dans ce cadre-là, le procureur a l'intention de leur confier des petits rappels à la loi, de leur confier des gestions de troubles du voisinage, des stages de citoyenneté, qui ne peuvent être que bien gérés par des personnes qui non seulement sont au contact de la population, en comprennent les codes culturels et en maîtrisent parfaitement le langage. Côté justice, au sens juge, nous avons 2 domaines, et vous les connaissez, que sont le foncier et l'état civil. Bien évidemment, parfois, c'est un véritable casse-tête. La commission de titrage des propriétés sur Mayotte, commission administrative qui est en cours, le sait. Des recours pourront être portés contre les décisions prises devant le tribunal. Nous sommes prêts, nous sommes le seul tribunal foncier de France, le seul endroit où il y a 3 magistrats, et les cadis seront sollicités comme sachants, un peu comme experts, puisqu'ils maîtrisent leur domaine, ils auront donc la possibilité d'être amenés en justice et on leur demandera leur avis sur des questions foncières, sur des questions d'actes de propriété, sur des questions d'état civil, parfois inextricables. Il est 7h30, on est très en retard. Un mot, une image, une séquence que l'homme Laurent Sabatier, qu'est-ce que vous retenez de Mayotte? L'homme. Lorsque je suis arrivé, et c'est pas démenti, j'ai vu l'extrême jeunesse d'une population souriante, accueillante,
Je n'ai jamais senti, vous parliez de peur tout à l'heure, je ne me suis jamais senti en insécurité sur ce territoire. Et j'ai toujours eu en face de moi une population qui, au bout du compte, a pour moi été attachante. Donc je quitte ce territoire avec beaucoup d'émotion. Je leur dis Kwaheri du fond du cœur et peut-être à bientôt, puisque je ne désespère pas de revenir sans doute un jour sur ce territoire pour exercer d'autres responsabilités. Mais en tout cas, oui, l'extrême jeunesse de cette population, toujours souriante, toujours respectueuse, tranche beaucoup avec ce que l'on peut connaître ailleurs, en métropole ou même dans d'autres outre-mer. Donc merci à tous pour l'accueil que vous avez su réserver à l'institution judiciaire et surtout pour votre objectivité sur le travail que nous avons fait. Je sais que la population est convaincue d'une chose, c'est que les lignes ont bougé et elles ont bougé dans le bon sens. Voici le dernier message que l'on vient de recevoir. Je vous le lis. Mes hommages à Monsieur Laurent Sabatier. Mayotte regrette déjà ce grand serviteur, l'un des hommes les plus érudits que j'ai été amené à croiser dans ma vie, signé Issa Abdou. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Merci à tous. Kwaheri. Kwaheri. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.